Cherchez l'erreur. De 17 à 18h, Isaac Franco, Gérard Grosjean. Bonsoir chers auditeurs de Radio Judaïka Bruxelles. Isaac Franco et Gérard Grosjean sont heureux de vous retrouver. Bonsoir Isaac. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Pour chercher l'erreur. Et nous allons peut-être commencer notre sommaire de ce soir par un état des lieux, parce que c'est une situation évolutive et qui évolue à peu près toutes les heures, quant à la composition du gouvernement israélien à l'issue des élections qui a porté le Likoud à la tête d'un projet de coalition avec ses 30 membres à la Knesset. Et Bibi Netanyahou en était évidemment naturellement devenu le formateur de ce prochain gouvernement. Il est clair que les délais qui étaient imposés par la Constitution venaient à expiration cette semaine, mais certaines clauses ne sont pas encore très claires. Et en fait, Bibi Netanyahou, ayant déjà distribué un plus grand nombre de postes ministériels d'importance que celui qu'il espérait distribuer, suite notamment au forcing effectué par Naftali Bennett, et son gouvernement excéderait 18 membres, tel que le prévoit la loi Actel. Alors, le tour de passe-passe qui était imaginé était d'annuler la loi précédente qui limite à 18 pour en faire une nouvelle mouture qui pourrait porter peut-être à 20 membres, lui permettant de cette façon de satisfaire l'exigence des membres de son parti, le Likoud, qui, bien qu'ayant gagné naturellement les élections, se sont vus dépouillés des bénéfices de cette victoire au profit des alliés qui ont tous fait payer cher leur ralliement à Bibi Netanyahou. Alors, les divers actes de la constitution de ce gouvernement se corsent actuellement parce que maintenant le dernier acte qui est arrivé, c'est la distribution des portefeuilles. Et là, les appétits sont largement supérieurs aux possibilités. Il y a également déjà un nombre de postes à prévoir. Il y a ensuite des noms à mettre sur ces postes. Et Bibi Netanyahou, pour l'instant, essaye de faire passer le projet de loi qui annulerait la législation précédente, limitant à 18 le nombre de membres du gouvernement dans le prochain gouvernement. Alors, c'est encore une procédure en 3 actes qui s'est déroulée, puisque déjà dimanche dernier, à l'unanimité au sein de la coalition, un accord est intervenu pour mettre en œuvre ce projet de législation. C'est la première partie. Puis ensuite, la première lecture de ce projet de loi est intervenue déjà aujourd'hui, lundi, avant l'envoi à un comité spécial de la Knesset, qui reste encore à composer d'ailleurs, et car il n'y a pas de coalition. Donc il ne peut pas, avec ses seuls membres de son union actuellement, planifier ce comité. Donc il doit intégrer des membres de l'opposition. Malheureusement, l'opposition a déjà préparé des plaintes, a déjà émis des plaintes auprès de la Cour suprême. Je pense à Herzog, qui lui demande en plus un vote spécial de 70 membres de la Knesset. Notre école, c'est que les 61 membres de la Knesset suffiraient. Bon, ça c'est encore une dispute juridique qui n'est pas réglée. Et une autre opposition de la part de Yesh Atid, de Lapid, qui lui met en avant le coût financier, le coût additionnel que comporterait l'élargissement d'un gouvernement composé de 20 ministres. Et il a fait les calculs en estimant le coût additionnel de chaque membre nouveau à entre 2,8 millions de shekels et 3,9 millions de shekels. Il a même fait des calculs pour les vice-ministres. Chaque vice-ministre coûterait pas moins que 1,5 million de shekels. Autre élément à prendre en considération, c'est que l'OCDE, dans ses directives, estime qu'en moyenne, le gouvernement devrait être composé de 14 ministres.
Et actuellement, on était déjà à 27. Alors voilà un petit peu les problèmes qui sont à régler dans l'urgence, sous la pression interne, sous la pression externe également, parce que tant les États-Unis que les pays européens ne manquent pas de faire pression sur Bibi Netanyahou. Et voilà, en gros, le challenge auquel est confronté Benjamin Netanyahou et qu'il doit absolument résoudre. Alors, si on voulait faire une analogie footballistique, je dirais comment il est possible de mener 3-0 à la mi-temps et d'être contraint à une période supplémentaire, une période de jeu supplémentaire. C'est un peu ça. Comment transformer une formidable surprise, une formidable victoire du Likoud qui avait remporté ce que les sondages ne lui prédisaient pas du tout. 30 sièges sur les 120, qui était un résultat tout à fait inattendu, tout à fait extraordinaire, et on avait tressé des couronnes sur Benjamin Netanyahou pour ce résultat triomphal. Comment transformer une telle victoire en un épilogue aussi laborieux, aussi difficile à s'écrire. Parce que, comme vous le disiez très justement, on est en train d'écrire cet épilogue. On devait déjà aujourd'hui, lundi 11 mai, être le jour où le Premier ministre allait présenter son gouvernement à la Knesset. Ce ne sera pas le cas puisque, vous le disiez, il y a eu une demande du Premier ministre devant la Knesset pour revenir sur cette décision qui a été prise dans la mandature précédente qui limitait à 18 le nombre de ministres. Et aujourd'hui, eh bien, le Premier ministre souhaite, pour contenter tout le monde dans sa coalition et en particulier dans son propre parti, élargir ce nombre, augmenter ce nombre, le pousser de 18 à 20, plus un certain nombre de vice-ministres supplémentaires. Effectivement, comme vous le disiez très justement, les morceaux les plus juteux de l'assiette ont été distribués, ont été mangés par les partenaires de la coalition, c'est-à-dire les deux partis religieux, par Kulanu, par Bennett Abayit Yehoudi, et donc il reste peu de choses pour satisfaire les appétits voraces, extrêmement gourmands de ceux du Likoud, donc du propre parti de Benjamin Netanyahou, qui eux se trouvent sans pas grand-chose à mettre sous la dent. Donc, on va créer de nouveaux ministères ou de vice-ministères pour essayer de contenter tout le monde, parce que chacun dans une coalition qui s'annonçait aussi difficile, a eu des exigences très maximalistes. Les religieux, pour les avoir dans la coalition, il a fallu en payer le prix. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs Lieberman a claqué la porte. Il a fallu également payer un prix considérable au chef de Kulanu, c'est-à-dire Moshe Carlon, pour l'avoir dans la coalition, puisqu'on disait de lui à juste titre qu'il était le faiseur de roi. De Bennett, lui, il avait le couteau, la mitraillette, l'AK-47, l'obus de mortier, tout ce que vous voulez dans la manche, du moment que Lieberman avait quitté les discussions, les négociations pour faire partie de la coalition, et donc il était désormais vital, essentiel pour Benjamin Netanyahou d'avoir Bennett dans sa coalition, et donc d'en passer par ces conditions. Et les conditions de Bennett, elles étaient extrêmement dures, extrêmement ambitieuses, et il a dû les satisfaire toutes, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire la justice, l'agriculture, et plus encore toute une série de commissions. Ce qui fait que, en réalité, de roi des élections, Benjamin Netanyahou était devenu l'otage de ses partenaires de la coalition qui, aujourd'hui, l'ont obligé à en passer par leurs conditions. Qu'est-ce qui va... Oui, je voulais ajouter, en ce qui concerne les appétits de Bennett, n'oublions pas qu'au moment des élections, il y a eu des appels discrets à l'électorat de Bennett de voter utile en votant se ralliant au Likoud. Et c'est à partir de cela que ces ambitions ont été peut-être démesurées également. Il n'y a aucun doute que Bennett a été extrêmement fâché de voir une partie de son électorat filer au Likoud parce que c'était ce à quoi l'invitait Benjamin Netanyahou de voter utile. Ça lui est revenu comme un boomerang sur la tête du Premier ministre, c'est-à-dire que malgré le peu de sièges qu'il a à la nouvelle Knesset, 8 au lieu des 15 qu'il espérait,
qu'il espérait, je dis bien, eh bien, il avait un pouvoir, un levier de discussion, un pouvoir de dissuasion sur Benjamin Netanyahou qu'il a utilisé à plein et d'une façon disproportionnée rapportée à son véritable poids spécifique dans la nouvelle représentation parlementaire. Qu'est-ce qui va rester dans l'esprit de Benjamin Netanyahou de de ce chantage auquel il a dû céder? Qu'est-ce qui va rester dans son esprit à cet homme qui est assez rancunier et qui pardonne peu de choses? Est-ce que, il faut savoir une chose, c'est que Lieberman, il est parti pour 3 raisons essentiellement. La raison liée au fait que dans le programme gouvernemental ne figurait plus la Nationality Bill, c'est-à-dire faire de l'État d'Israël dans les lois fondamentales l'État-nation du peuple juif, l'inscrire dans les lois fondamentales. La deuxième raison, c'est que l'inclusion dans la coalition des partis religieux allait faire qu'on allait revenir sur les réformes qui avaient été entreprises et menées à bien dans la précédente mandature, et également, et peut-être surtout, le fait qu'il y avait une clause dans les négociations entre Benjamin Netanyahou et chacun de ses partenaires qui faisait qu'on pouvait dénoncer les accords de gouvernement pris avec chacun de ces partis de la coalition à partir du moment où il était question, où il pourrait être question d'élargir cette coalition au-delà de 70 sièges. Ce qui voulait dire que, et ça a été interprété ainsi par Lieberman, que le Premier ministre avait sous la main toujours cette option qu'il voulait se garder ouverte de pouvoir inclure dans sa coalition demain, qui c'est l'Union sioniste, c'est-à-dire le parti de Isaac Herzog. Et comme il n'était pas question pour Lieberman de rentrer dans ce genre de discussion à partir du moment où il était question éventuellement, même si ce n'était qu'une option théorique, de faire rentrer les partis du centre-gauche, il a claqué la porte, ce qui fait qu'il n'avait plus potentiellement de coalition que de 61 sièges et non pas de 67, conférant ainsi un pouvoir exacerbé, exorbitant à chacun de ceux, disproportionné à chacun de ceux qui n'avaient pas encore conclu de contrat de gouvernement. C'était le cas de Bennett, il en a profité à plein, il en a usé, il en a même abusé. Combien de temps va pouvoir tenir un tel gouvernement avec une majorité aussi précaire compte tenu de toutes les bisbilles internes que vous révéliez tout à l'heure? C'est une des questions qui est posée. Comment ce gouvernement va résister à la pression extérieure qui va difficilement pardonner à Benjamin Netanyahou de ne pas avoir inclus dans sa majorité des personnalités dites modérées et qui seraient plus flexibles et plus susceptibles d'entendre ces pressions? C'est là toute la question qui est posée. Ce n'est pas une première politique d'avoir en Israël une majorité aussi étroite. On l'a connu en 1992 avec Yitzhak Rabin, qui, lui, avait une minorité encore plus aléatoire, plus fragile. Pourquoi? Mais elle reposait sur un noyau dur, plus épais, plus large encore, parce que les travaillistes, en 1992, il y a donc 23 ans de cela, c'est l'époque glorieuse des travaillistes. Voilà, avait recueilli 44 sièges sur 120. C'était énorme. Et il avait pu s'allier avec un parti Meretz dont c'était l'heure de gloire, puisqu'il avait, lui, le parti Meretz, l'extrême gauche, 12 sièges. Ça en faisait 56. Ça faisait pas une majorité pour autant, mais pour arriver aux 61 sièges magiques, il s'était adjoint les services du parti Hadash, c'est-à-dire du parti communiste arabe, et également du parti démocrate arabe. Donc 3 et 2 sièges. Ça faisait 5, 56 et 5, ça faisait 61 sièges. Ce qui fait que cette majorité était rendue possible par l'adjonction de partis arabes. Donc c'est déjà arrivé il y a 23 ans. Elle a tenu le temps que malheureusement le Premier ministre Yitzhak Rabin soit assassiné, comme tout le monde le sait. Mais en tout cas, ça n'est pas une première. Ce qui est sûr, c'est que les défis à relever sont énormes. C'est que ce gouvernement naît sous de mauvais auspices, particulièrement fragile, miné de l'intérieur, sapé par des ressentiments intérieurs, également par le fait que le Premier ministre aura du mal à pardonner la manière dont il aura été pris en otage par ceux qui ont discuté leur entrée dans la coalition, et par les pressions extérieures, le dossier iranien, l'ambition américaine de remettre sur le tapis la question palestinienne. Tout ça compose un horizon particulièrement bouché. On n'est que au début des problèmes qui vont nous accompagner certainement, n'en doutons pas, jusqu'à la fin du mandat de Barack Obama. Oui, si je peux ajouter quelque chose, Isaac, c'est qu'un autre problème adjacent subsiste également, puisque le ministère des Affaires étrangères n'est pas attribué.
Il reste pour l'instant dans le giron du Premier ministre, Benjamin Netanyahou, ce qui prive également les membres de son parti d'obtenir un poste important dans la conduite des affaires israéliennes. Et à ce sujet, on ne suppute que Bibi maintient ce poste dans son escarcelle pour pouvoir, le cas échéant, l'offrir à un candidat potentiel à un élargissement de l'actuelle coalition. Alors, je sais bien que l'Israël, c'est le pays des improbables coalitions, c'est le pays des miracles. Mais enfin, voilà. Donc, il y a également ce poste. Il y a déjà un poste, et un poste majeur, qui est déjà figé, qui est déjà retenu. Il est, pour ne pas dire, il est au deep freezer. Et c'est Benjamin Netanyahou lui-même qui entend le conduire. Et même pour ce ministère, il y avait plusieurs candidats au sein de son parti. Je vais les citer. C'était Gilad Erdan, qui était déjà ministre, Sylvan Shalom, qui était déjà ministre, Yuval Steinitz, qui était déjà ministre, et Sadi Hanegbi, qui était vice-ministre. Donc, il faut maintenant ne pas mécontenter sa propre équipe et arriver à rétablir la paix au sein de son parti. Voilà, c'est ça. Vous imaginez un parti qui a tant de défis à relever, tant d'ouvrages sur le métier et qui doit d'abord mettre de l'ordre dans ses propres rangs. Faire en sorte que ceux qui le composent, ceux qui composent cette coalition ne soient pas animés d'un trop grand ressentiment et le souci de l'État d'Israël n'est pas leur souci particulier. Donc, ça n'est pas très très engageant. On attendait naturellement autre chose, mais il se trouve que Lieberman a ici montré qu'il n'était pas tout à fait l'homme qu'on pensait, c'est-à-dire que à l'homme cynique et grossier qui était volontiers dépeint, eh bien, on a vu que cet homme avait des lignes rouges, en tout cas une ligne rouge, et qu'il entendait la respecter. Il s'y est tenu. On a pensé que c'était encore un truc pour faire monter les enchères à son bénéfice. Ça n'a pas été le cas. Il a bien fermé la porte et il a dit « je ne rentre pas ». Mais là aussi, il faut se dire une chose, c'est dans un précédent politique en Israël, c'était cette fois en 2003 avec Sharon, il avait lui une majorité encore plus étroite puisqu'elle n'était pas de 61, elle était de 60 voix, elle était composée du Likoud avec 38, du Shinui, du parti du père de Yair Lapid, de Tommy Lapid qui en faisait 15 et de l'Union nationale qui en faisait 7. Ça fait 60 sièges. Il n'avait pas 61 sièges, il avait 60 sièges. Mais peu de temps après, le Parti national religieux, qui est l'ancêtre donc de Abayit Yehoudi, qui composait 6 sièges, est venu rejoindre cette majorité pour la pousser à 66. On est au début. Il est possible, sinon vraisemblable, que cette coalition va connaître un remaniement gouvernemental à plus ou moins brève échéance. On voit difficilement comment un gouvernement qui est aussi mal né ou qui naît aussi laborieusement va pouvoir mener à bien le travail qui l'attend, même si, vous aviez raison de le rappeler, Israël c'est le pays des miracles, le pays de l'improbable, et peut-être relèvera-t-il le défi haut la main. On ne le sait pas, en tout cas, les prémices ne sont pas particulièrement engageantes. Bien, certainement, à la lumière de la conjoncture extérieure et globale, et je vais me référer maintenant au vote au Sénat américain de l'Aaron Bill, oui. Qui met le président Obama sous la tutelle du Congrès. En ce qui concerne les petits arrangements entre amis avec l'Iran et qui ne lui laisse pas les mains libres pour, conclure à la va-vite un accord qu'il souhaite ardemment, au point de négliger les réalités, au point de négliger ses alliés, indéfectibles, comme il dit, et éternels, ou presque. Et je crois qu'il faut voir à ce stade le lien qu'il établit entre le problème du nucléaire iranien et le problème de conflit israélo-palestinien. Et ça, je crois que c'est important à souligner, à mettre en exergue pour comprendre un petit peu la façon dont il navigue dans ces flots agités et qui le conduit justement à négliger ses anciens amis et à privilégier ses anciens ennemis.
Alors, il nous reste 8 minutes avant le rappel des titres de notre ami Yannick. Donc, on va déjà esquisser ce vaste sujet que vous abordez, Gérard, en disant, en repartant du point que vous évoquiez, c'est-à-dire le vote par le Sénat à une très 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 large majorité, presque à l'unanimité. Quasi-unanimité. Oui, 98 contre 1. Et une abstention ou un absent. Donc, ont voté, 98 sénateurs sur 100 ont voté l'Iran Bill. Que dit l'Iran Bill? Effectivement, il dit à l'exécutif, c'est-à-dire à la Maison-Blanche, vous devrez nous présenter pour approbation, pour discussion et approbation, l'accord que vous allez peut-être, vraisemblablement d'ailleurs, signer au 30 juin avec les Iraniens. Et si nous ne l'approuvons pas, eh bien, vous devrez vous opposer votre veto, auquel cas nous devrons avoir une capacité de dépasser votre veto, c'est-à-dire de recueillir dans les deux chambres une majorité des 2/3 pour invalider votre veto. Bien, ça pourrait être... Alors, ça résonne comme une victoire remarquable du législatif, c'est-à-dire du Congrès, du Sénat sur l'exécutif, mais ça pourrait bien ressembler plutôt à une illusion de victoire. Pourquoi ? Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a eu 98 votes de sénateurs pour et 1 contre. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est la personnalité de celui qui a voté contre. C'est Tom Cotton, le républicain de l'Arkansas, qui est celui-là même qui avait qui avait eu cette initiative de réunir 47 signatures de sénateurs pour envoyer une lettre aux Iraniens disant que de toutes les façons, l'accord que vous vous apprêtez à signer avec les Américains, ce que vous faites, on va pouvoir le défaire parce qu'il n'aura pas été approuvé par le Congrès. Donc c'est un tenant de la ligne dure. Du mal à comprendre pourquoi ce tenant de la ligne dure n'a pas voté l'Iran Bill. Il vote contre. Pourquoi ? Parce qu'il estime que cette Iran Bill est inconstitutionnelle. Pourquoi ? Parce que la Constitution dit que pour un accord de cette nature entre les États-Unis et l'Iran, ça ressortit au registre des traités, et pour un traité, la Constitution recommande une approbation des 2/3 des deux chambres. Du Congrès, c'est-à-dire du Sénat comme de la Chambre des représentants. Or, compte tenu de la composition de ces deux chambres, il est impossible, si on appliquait la Constitution, tout simplement impossible, mais impossible, pas impossibilité théorique, impossibilité pratique, pour la Maison-Blanche d'espérer avoir les 2/3 pour approuver son accord. Alors, le tour de passe-passe, et c'est en cela que ça pourrait être une illusion de victoire, pour ceux qui ont signé et approuvé cette Iran Bill, c'est qu'elle ne dit pas qu'il faut les 2/3 pour approuver, elle dit qu'il faut les 2/3 pour dénoncer. C'est lui. Il faut les 2/3 pour dénoncer, ce qui veut dire qu'il faut 1/3 plus une voix pour approuver. Et ça, c'est beaucoup plus facile pour le président de l'avoir. C'est une inversion de la preuve. Voilà, c'est ça, exactement. C'est une inversion de la preuve. Ça veut dire qu'il suffira pour le président d'avoir 1/3 des votants dans les deux chambres, plus une voix dans chacune des deux chambres, pour approuver en réalité ce que la Maison-Blanche aura signé avec l'Iran. Et donc, on se dirige vraisemblablement vers une approbation de facto par le Congrès de l'accord que va signer Barack Obama avec les Iraniens, malgré le fait qu'il y aura, n'en doutez pas, une très large opposition du Congrès, mais insuffisante, parce qu'il suffira que Obama ait 1/3 plus une voix pour que l'accord soit validé. Et donc, ça, c'est une naturellement mauvaise nouvelle. C'est ce qui fait que Tom Cotton, ce sénateur qui était pourtant un tenant de la ligne dure, s'est opposé. Ce qui veut dire qu'à brève échéance, l'Iran va devenir une puissance du seuil, va être réintégrée dans la communauté des nations. On ne sait pas quelle sera la largesse des 5+1 par rapport aux sanctions, c'est-à-dire au montant, aux sommes colossales qui sont gelées dans les différents comptes de la communauté internationale et qui appartiennent à l'Iran, et dont on peut imaginer seulement que si l'Iran en détenait une partie, 20, 30, 40 ou 50 milliards, parce qu'on avance des chiffres de cette nature, de cet ordre de grandeur, 50 milliards de dollars, ce que ferait l'Iran
avec l'ensemble des théâtres d'opération sur lesquels il se trouve et avec l'ensemble des proxys qu'il a à alimenter sur le plan financier. On pense au Hezbollah, on pense aux Houthis, on pense au régime de Assad qu'il maintient à bout de bras. Malgré le fait qu'il n'a pas d'argent, on peut imaginer ce qu'il en sera de l'activisme et de la tentation hégémoniste iranienne une fois qu'il aura plus encore les moyens de ses ambitions. Bien, peut-être je voulais rajouter un codicile à notre premier élément du débat sur les élections en Israël. Et aux candidats potentiels s'ajoute maintenant un membre de la Knesset druze qui s'appelle Ayoub Kara et qui a rencontré le Premier ministre et qui lui a fait valoir qu'il serait bon et utile qu'il nomme un druze aussi au sein de son cabinet, au sein du gouvernement. Et avec, je dirais, cette argumentation qui est difficilement réfutable, il a dit si nous sommes assez bons pour aller à la guerre, nous sommes aussi bons pour être dans le gouvernement. Bon, ceci on le livre à la réflexion de Netanyahou et à la recherche de cet équilibre impossible ou improbable qui, pour l'instant, doit lui causer quelques cauchemars. Oui, mais vous imaginez cette... alors, vous avez raison de dire, ça n'est pas du tout illégitime, la demande de ce député. Effectivement, les Druzes ne sont pas de la piétaille, c'est pas de la chair à canon. À partir du moment où ils donnent leur vie, où ils donnent leur sang, eh bien, ils doivent pouvoir avoir la possibilité d'être entendus. C'est évident. La question n'est pas là. La question est comment cette demande est formulée. Elle est formulée sous forme de chantage, parce que ce Kara, il dit au Premier ministre, si je ne suis pas ministre de quoi que ce soit, eh bien, vous aurez des surprises. Donc, il y a là une menace de chantage. Et on voit, ça nous ramène à ce que nous disions sur la fragilité de ce gouvernement qui est à l'intérieur de son propre parti. Voilà, exactement, qui est miné à l'intérieur de ses propres rangs, eh bien, par des insatisfactions, des ressentiments, des gens qui voient que, eh bien, les plus beaux morceaux ont été dévolus aux partenaires de la coalition et que ce sont ceux-là même, les représentants du parti qui a remporté le plus grand nombre de sièges, qui sont réduits à la portion congrue. Ça fait beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de ressentiments. Comment est-ce que ça va polluer les discussions au sein même du cabinet? Comment est-ce que les esprits vont retourner à un apaisement indispensable pour pouvoir affronter là tous les défis? C'est une question qui mérite d'être posée et le Premier ministre là est attendu au pied du mur. On va s'arrêter là parce que dans exactement 15 secondes, c'est le rappel des titres de notre ami Yannick et on revient tout à l'heure sur le sujet que nous abordions à propos de l'Iran et également du dossier du conflit arabo-juif. Tout à fait. À tout de suite. Bonsoir à tous, vous écoutez Judaïka et voici les titres de l'actualité qui seront développés dans le journal de 18h. La police recherche un suspect après qu'un Israélien ait été poignardé en Judée-Samarie ce matin dans une probable attaque terroriste. La rébellion chiite des Houthis a affirmé avoir abattu un F-16 de la coalition arabe qui mène des raids aériens au Yémen. François Hollande, le président français, est arrivé en fin de soirée hier à La Havane où il effectue une visite officielle afin de défendre les intérêts français et européens dans un pays qui aspire à l'ouverture économique. Et enfin, chez nous, perturbations en vue pour le Tech Wallon. La CGSP a mis sur pied un nouveau plan d'action qui a été transmis vendredi soir à la direction de la Société régionale wallonne de transport. Il prévoit notamment des actions le 12, le 18 et le 28 mai. On se retrouve à 18h pour le journal et tout de suite c'est la suite de Chercher l'erreur sur Judaïka. She's watching the taxi driver, he pulls away. She's been locked up inside her apartment 100 days. She says, yeah, you're still coming just a little. Voilà, nous reprenons donc la suite de Chercher l'erreur avec le thème que nous avions abordé momentanément juste avant cette interruption. C'est le lien entre le pari nucléaire iranien et l'attitude américaine vis-à-vis de cette menace et le conflit, le lien qu'il établit évidemment avec le conflit arabo-juif, conforté en cela par des initiatives européennes et principalement françaises, avec la présentation d'un plan
d'une résolution française qui serait votée par le Conseil de sécurité, enfin ils espèrent pouvoir la faire voter au Conseil de sécurité, qui ordonnerait maintenant un pilotage par l'ONU d'une solution définitive du conflit en 2 temps. Le premier temps, ce serait celui de la négociation. Palestiniens, Israéliens auraient l'obligation de négocier pendant 2 ans, au plus, un règlement sur la base des lignes de 67, en fait celle de l'armistice de 49, et une négociation en fait aux conditions palestiniennes, puisque cette proposition française a repris le narratif palestinien, a repris toutes les exigences palestiniennes. Le second temps appartiendrait à la communauté internationale. En cas d'échec de la négociation bilatérale, un plan élaboré par la communauté internationale serait imposé aux parties. C'est là le danger. Et il reprendrait évidemment la stipulation initiale d'un partage sur les lignes de 49, qui attribue la Judée et la Samarie aux Palestiniens et redivise Jérusalem. Et ce plan français a été différé à 2 reprises déjà, parce que il avait en décembre 2014 déjà envisagé de présenter ce plan conjointement avec les Palestiniens, mais les Palestiniens de Ramallah, qui voulaient présenter également ce plan en compagnie de la Jordanie, en ont fait une version tellement caricaturée, tellement elle était violente et humiliante, que même le Conseil de sécurité l'a repoussée à la majorité le 30 décembre dernier, sans que le veto était nécessaire. Obama a été sauvé par le gong, il n'a pas dû mettre en œuvre, donc il n'a pas dû se démarquer, et il a fait l'économie d'un veto pour ne pas froisser ses amis arabes. Mais la France, à la différence du Royaume-Uni, a voté en faveur de ce texte caricatural. C'est là le danger. Donc, un second délai a été imposé par les élections. Il est clair qu'il fallait attendre que les élections aboutissent et qu'un gouvernement légitime soit constitué. Maintenant, l'initiative française pourrait refaire surface. C'est un problème de timing qui se pose maintenant. Timing imposé pour l'instant par le président Obama, qui ne voulait pas interférer avec les négociations, la finalisation des négociations entre les 5+1 et l'Iran, et proposait d'attendre le 30 juin, terme fixé pour ces dites négociations. Et en attendant également la formation du gouvernement Netanyahou. Il semblerait, mais là vous allez peut-être me préciser des choses, que cette proposition de différer jusqu'après le 30 juin semble dépassée et que le président Obama souhaite accélérer les choses. Nous allons voir un petit peu pourquoi. Oui, tout à fait. Alors, replaçons les choses dans leur contexte. Effectivement, il y a cette résolution française qui est en préparation et d'ailleurs, il nous revient que les Américains contribuent à la rédaction avec les Français à Paris de cette proposition de résolution qui serait présentée au Conseil de sécurité. Vous dites, c'est vrai, il y a eu 2 reports en décembre 2014 parce que les Palestiniens étaient tellement maximalistes qu'ils ont joué le cheval d'une autre résolution et elle était tellement maximaliste qu'elle a été rejetée par une majorité de membres du Conseil de sécurité sans obliger les États-Unis à faire usage de leur veto. La deuxième fois, c'était parce qu'il y avait les élections israéliennes. Et puis la troisième échéance dont on disait qu'il aurait fallu attendre avant de donner le feu vert aux Français pour présenter au Conseil de sécurité cette résolution contraignante, eh bien, c'était le 30 juin, c'est-à-dire la signature par les 5+1 et l'Iran d'un accord cadre qui permettait de mettre un terme, selon l'administration américaine, au problème du nucléaire iranien. Or, il semblerait, par des informations qui nous reviennent d'une source qui brille d'habitude par son extrême fiabilité, c'est Debka File, selon lesquelles Obama n'attendrait pas le 30 juin plus le temps donné au Congrès pour examiner 30 jours plus les 12 et plus les 10, parce que vous vous rappelez que cette résolution sur l'Iran, l'Iran Bill du Congrès prévoit 30 jours d'examen par le Congrès, 12 jours qui seraient accordés à la Maison-Blanche pour exercer ou non son veto, et puis 10 jours au Congrès, à nouveau, pour voir s'ils ont les moyens de dépasser le veto du président. Donc ça faisait 52 jours. Ajouté au 30 juin, on était à la fin du mois de août, c'est-à-dire à la rentrée.
Or, il se trouve, d'après Debka File, qui détient des informations, semble-t-il, exclusives et que nous donnons au conditionnel, le président américain n'attendrait pas la fin du mois de août, moins encore le 30 juin, pour donner le feu vert aux Français, dont il se sert, et les Français ont leur propre agenda, ça leur convient, parce que ça leur permet de revenir au centre du tableau moyen-oriental, eh bien de donner le feu vert aux Français pour présenter, sans attendre la signature de ce accord avec l'Iran le 30 juin, eh bien de présenter cette résolution au Conseil de sécurité. Et Debka File va jusqu'à dire qu'il a suffisamment de raisons de penser que l'administration américaine ne ferait pas usage de son veto, si bien que cette résolution française dont vous parliez et dont vous traciez les grandes lignes serait votée. Alors, il reste encore des choses à discuter. Est-ce que ce serait une résolution contraignante, c'est-à-dire qu'elle serait assortie d'un cadre chronologique? Est-ce qu'il y aurait les 2 ans que les Français souhaiteraient voir inclus dans cette résolution, ou bien ce serait une déclaration d'intention générale? Ça, on ne le sait pas encore. Il est possible, sinon vraisemblable, qu'on se dirigerait avec les Américains qui tireraient à blanc avec une déclaration d'intention générale, mais où le cadre de la négociation auquel les Israéliens et les Palestiniens seraient enjoints, eh bien, serait clairement fixé. Et quel serait ce cadre? Eh bien, c'est un retour à ce qu'on appelle très, très, très improprement les frontières de 67 qui ne sont rien d'autre que les lignes de démarcation de 1967 et qui ne sont rien d'autre que les lignes de démarcation de cessez-le-feu de 1949. La redivision, donc, l'abandon de toute la Judée-Samarie, en ce compris les grands blocs d'implantation, à l'autorité palestinienne, et la redivision de Jérusalem. Alors, imaginez un peu, dans quelle situation? Prenons le cas où on est dans une déclaration d'intention générale non assortie de mesures contraignantes. Parce que s'il y a des mesures contraignantes, s'il y a 2 ans pour aboutir à cela, et que Israël refuse, eh bien il y aura des sanctions. Israël serait soumis à des sanctions. C'est la raison pour laquelle je pencherais plutôt vers une déclaration d'intention générale déjà suffisamment contraignante et assez nuisible pour l'État d'Israël. Mais imaginez un peu que Israël accepte les conditions de cette résolution et se retire et abandonne. Mais ça ouvre quoi, ça, un tel scénario? Ça ouvre un scénario de guerre, rien moins qu'un scénario de guerre. Est-ce qu'on peut imaginer, de façon réaliste, est-ce qu'on peut imaginer que la Judée-Samarie, débarrassée de la présence de Tzahal, est-ce que l'autorité palestinienne, débarrassée de la présence de Tzahal, qui garantit sa longévité, sa pérennité, est-ce que l'autorité palestinienne ne serait pas automatiquement, à l'horizon de quelques semaines, au maximum de quelques mois, eh bien, boutée hors de Judée-Samarie de la même manière, par le Hamas, de la même manière qu'elle l'a été à Gaza? Et on aurait alors l'installation en Judée-Samarie, eh bien, d'une cohorte d'organisations terroristes dont le Hamas et l'organisation du djihad islamique, sans compter le risque d'avoir l'État islamique qui débarquerait aux frontières de l'État d'Israël, donc, c'est-à-dire entre Israël et la Jordanie. On peut imaginer le danger que ferait peser cette organisation ou ces organisations terroristes qui auraient désormais un État débarrassé de toute présence israélienne sur Israël, mais pas seulement, également sur la Jordanie. Et donc on verrait une espèce de confusion énorme sur un plan politique, un véritable tremblement de terre comme résultat d'une telle résolution si elle ne faisait pas l'objet, si elle n'inspirait pas aux Américains un veto. Voilà dans quelle situation on se trouve, dans quel scénario on se trouve. L'ambition du président américain, elle est double. Avoir à tout prix un accord avec les Iraniens, ça c'est un. Et deuxièmement, donner un État aux Palestiniens, quel que soit le prix qu'il ressortira de d'une telle résolution. Il est prêt à la payer. Et il est tellement prêt à payer que John Kerry, qui voyait les 6 et les 7 mai dernier, la semaine dernière, les gens du Golfe, en préalable à leur arrivée à Camp David les 13 et 14 mai, eh bien, toujours Debka File dit que pour mieux convaincre les gens du Golfe, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, Oman, Bahreïn et les Émirats Arabes Unis, d'appuyer l'accord des 5+1 avec l'Iran, est prêt à vendre Israël, rien moins que Israël, pour convaincre les pays du Golfe d'adhérer à l'accord des 5+1
avec l'Iran. Voilà le prix qu'Obama est prêt à payer pour convaincre les 5+1 d'adhérer à son contrat avec l'Iran. C'est de vendre Israël et c'est de dire, moi je suis prêt à ne pas opposer mon veto à une résolution nuisible pour Israël à une condition, c'est que vous m'appuyez sur le dossier iranien. Voilà le message qu'a été convoyé John Kerry les 6 et 7 aux responsables des pays du Golfe qui se retrouveront la semaine prochaine, fin de semaine, c'est-à-dire les 13 et 14 à Camp David pour continuer d'en conférer. Ça, c'est ce qui est pour l'instant en préparation. C'est donc véritablement une guerre qui est lancée, une guerre politique qui est lancée non pas par les Palestiniens, non pas par les Européens, mais par le président américain, rien moins que le président américain, qui téléguide les Européens pour arriver à ses fins. Alors, je crois qu'il est clair qu'une telle situation, catastrophe, serait véritablement un chaos aux dimensions imprévisibles. Biblique. Ajoutons que le reflux brutal des habitants juifs et arabes des quartiers de Jérusalem passés sous contrôle arabe, pour ne parler que de ceci, pour également envisager la situation déjà instable dans l'autorité palestinienne en Judée-Samarie, qui est maintenant, attaquée par les volontés du Hamas de prendre le pouvoir également dans cette partie. On a vu, et notamment que même dans les universités de Birzeit ou des étudiants, des élections estudiantines avaient eu lieu, ce sont des étudiants du Hamas qui ont gagné ces élections. Immédiatement, elles ont été annulées. Les étudiants ont été mis en prison chez Mahmoud Abbas, à Ramallah. Donc, je crois que des deux côtés, la démocratie n'est pas le point cardinal de ces politiques. Donc, Abbas sera balayé du pouvoir, immanquablement. Il occupe illégalement depuis 6 ans ce poste de président sans procéder à aucune élection, arguant d'abord du fait de la scission avec Gaza, qui ne pouvait pas organiser des élections uniquement en Judée-Samarie. Il ne peut toujours pas mettre le pied à Gaza, et que la dernière tentative qu'il avait faite en proclamant un gouvernement d'union avec les habitants de Gaza, je ne vais pas dire le Hamas, parce que le mot Hamas pour lui est une insulte également, ce gouvernement n'a pas non plus même envoyé des experts sur place qui ont été chassés par les partisans du Hamas. C'est vraiment une terre hostile à tout représentant du gouvernement Mahmoud Abbas. C'est véritablement quelque chose qui est difficile. En plus, la division de Jérusalem provoquerait en Israël un chaos énorme. Je crois qu'il ne faut pas croire que les Israéliens vont accepter d'être frustrés de leur victoire d'octobre 67. Juin 67. Simplement par une décision onusienne qui ne tient pas compte des réalités, qui donne raison à 100% à la partie palestinienne, alors que sans aucune contrepartie. Donc, l'absence de pertinence de ce plan, l'absence d'impartialité également de ce plan, fait qu'il me semble condamné dès l'abord. Mais le piège est évident. Je veux dire, vous parliez tout à l'heure d'une résolution en 2 temps, un premier temps 2 ans pour négocier, et puis en cas d'échec, la balle passerait dans le camp de la communauté internationale qui imposerait alors sa solution. Mais du moment que cette résolution épouse toutes les revendications palestiniennes, il n'y a strictement aucune raison pour les Palestiniens d'accepter de négocier ou de concéder quoi que ce soit. Donc naturellement, ces 2 ans vont aller à l'échec, et la communauté internationale imposerait alors à Israël une résolution ou des conditions absolument impensables, impossibles à accepter pour Israël, ce qui mettrait Israël dans une contravention au regard du droit international, puisque ce serait une décision prise par le Conseil de sécurité. Et donc c'est opposable, ça fabrique du droit international, les décisions du Conseil de sécurité. Donc c'est vraiment un scénario cauchemardesque que celui qui s'annonce, et on est étonné de l'empressement du président américain de ne même pas attendre la signature d'un contrat avec l'Iran, c'est-à-dire
pour se fâcher avec Israël, pour déclarer cette guerre politique à Israël, et prendre de cette façon-là le risque d'indisposer le Congrès duquel il aura impérativement besoin le 30 juin pour l'Iran. C'est dire à quel point cet homme se lève le matin avec cet impératif inextinguible de s'en prendre à Israël et à son Premier ministre et se coucher le soir et de ne pouvoir dormir qu'à partir du moment où il a pu lui faire du mal. Il y a quelque chose d'obsessionnel chez ce président américain. Je ne dis pas l'Amérique parce que l'Amérique garde des humeurs très très largement favorables à Israël, non seulement dans sa représentation parlementaire, dans les deux chambres, mais également dans la population américaine. Et on assiste ici à un hiatus énorme entre les humeurs des Américains et ceux qui les représentent, d'une part, et de l'autre, l'exécutif qui a véritablement déclaré la guerre à Israël et qui est prêt à le placer dans une situation de chaos, de confusion et de guerre pratiquement inévitable, déjà dans une situation incroyablement fragile aujourd'hui, avec le printemps arabe, quelle appellation trompeuse, qui continue chaque jour d'apporter ses conséquences néfastes à tout le monde. Et donc les premiers à en subir les conséquences, ça va être naturellement les Israéliens, évidemment, mais également les Palestiniens. Avec le Hamas présent à Gaza et demain, très rapidement en Judée-Samarie, quel est le sort des Palestiniens, quel est l'avenir, quelles sont les perspectives des Palestiniens? C'est absurde au point qu'on se demande quelles sont les motivations de ces gens pour concocter des plans aussi indéfendables. Alors on peut se demander pourquoi le couple Hollande-Fabius, amorce-t-il avec gourmandise une telle déflagration? C'est la question que je pose. Rappelons que le délai de 2 ans correspond aux prochaines élections présidentielles françaises, grosso modo. On sait que le menu concocté par les énarques Hollande et Fabius ressortit, je dirais, à la tradition de la classe politique française, qui le plus souvent sont des gens qui pensent à court terme, en fonction des prochaines échéances électorales, et en l'occurrence des élections nationales, dans un contexte international. C'est déjà quelque chose qui doit nous faire tiquer, si l'on a encore quelques esprits critiques. Je crois que quelles sont les je dirais, c'est justement les hypothèses qui peuvent motiver une telle démarche. Alors, il y a un Jean-Pierre Ben-Simon qui a écrit récemment disant que pour lui, c'est d'abord l'orgueil de ce couple qui pense qu'ils peuvent combler le vide laissé par le retrait des États-Unis au Moyen-Orient. On le voit que la position américaine est en déclin et qu'ils espèrent combler le vide laissé par l'absence ou le retrait de l'hégémonie américaine. C'est l'inadéquation de l'optimisme inusable et la préciosité du président français qui ne se font mal ménage avec la rudesse extrême des mœurs au Moyen-Orient. On sait très bien, ça n'a rien à voir, c'est le mariage de la carpe et du lapin. Et je crois que ces hommes politiques, au demeurant intelligents, ont mal évalué les risques qu'ils prennent, mais ils les prennent non pas pour eux, mais pour les autres. C'est d'autant plus facile que de faire payer à ses voisins le prix des décisions politiques infondées et mal préparées. Alors, il y a une explication aussi. On disait la semaine dernière, il est probable que le président américain attendra le 30 juin plus les nombres de semaines dévolues au Congrès pour en conférer, en décider, c'est-à-dire ça nous portait au mois de août, comme on le disait tout à l'heure. Oui, à la rentrée des Nations Unies, enfin la session générale des Nations Unies. L'Assemblée générale en septembre. C'est ce qu'on disait la semaine dernière, jusqu'au moment où nous avons rapporté cette information venant d'une source d'habitude extrêmement fiable, qui est Debka File. Maintenant, il n'est pas impossible du tout que cette fuite d'une administration américaine qui donnerait son feu vert bien plus tôt que le 30 juin, bien plus tôt que le 31 août, ça pourrait être tout à fait volontaire, cette fuite. Ce serait pour dire aux Israéliens, pour contraindre Benjamin Netanyahou, qui est en train de former sa coalition, vous savez quoi, Benjamin Netanyahou, vous devez l'élargir aussi vite
C'est un moyen de pression de l'administration américaine sur l'exécutif israélien pour l'obliger à inclure dans sa coalition, dans sa majorité, des personnalités qui agréeraient à l'exécutif américain, c'est-à-dire des personnalités du centre ou du centre-gauche, avec lesquelles il lui semblerait plus facile à la Maison-Blanche de discuter, de faire avancer ses vues. Et il n'est pas impossible du tout que cette fuite dont nous parle Deb Kaffail soit là pour matérialiser une pression supplémentaire de l'administration américaine au moment où Benjamin Netanyahou se prépare à présenter son gouvernement et le contraint dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à élargir très vite, à faire un remaniement gouvernemental et à élargir très vite sa base et à y inclure des personnalités qui, trouveraient grâce aux yeux de l'administration américaine, sans lesquelles, oui, il pourrait y avoir cette menace de ne pas attendre la signature d'un accord avec l'Iran pour aller au Conseil de sécurité. Ah, c'est ce qu'on appelle une fuite téléguidée. Oui, c'est ça. C'est bien possible qu'il y ait de cela. Sinon, j'ai du mal à entendre comment le président américain pourrait prendre le risque d'indisposer à ce point un congrès dont il a impérativement besoin pour l'Iran. Terminons ce mandat, pour terminer son Maintenant, mandat. il n'est pas interdit de penser que les Israéliens font également la même réflexion. Ils se disent, le président ne va pas indisposer le congrès, donc tout ça, c'est des menaces en l'air, il ne les appliquera pas. Alors, puisqu'on a évoqué le couple Hollande-Fabius, je crois qu'une information intéressante illustre un petit peu la duplicité de ces braves hommes. Vous savez que Arafat est mort. Oui, je l'ai appris, mais son fantôme hante les télévisions occidentales depuis sa mort. Je voulais donner quand même une bonne nouvelle ce soir, vous voyez. Et alors, les autorités judiciaires françaises qui avaient été en charge de vérifier les conditions de son décès, après toutes les expertises possibles et imaginables, ont conclu que Arafat était mort de cause naturelle. Voilà une vérité bien difficile à avancer, à dire, à annoncer à l'autorité palestinienne. Je n'ai pas parlé encore de sa veuve, qui elle en a fait un combat personnel. Mais les autorités françaises, en annonçant le résultat des investigations, ont présenté une demande assez farfelue, assez curieuse, pour dire, à l'autorité palestinienne. Ils ont demandé que l'autorité palestinienne prenne l'engagement de ne pas imposer de peine de mort ou contre quiconque qui serait trouvé responsable de la mort de Yasser Arafat. Alors, d'un sens, on nous dit c'est une cause naturelle, on peut impliquer personne, et dans le même temps, on demande à l'autorité palestinienne, dont on connaît le sens démocratie, le respect des droits de l'homme bien connu, de ne surtout pas de s'engager à ne pas punir de mort, tuer, éliminer celui qui serait trouvé responsable. Bon, comprenne qui voudra. Voilà. Et alors, évidemment, quelle est la réponse de l'autorité palestinienne? Mais il ne faut pas rentrer dans les affaires judiciaires palestiniennes. C'est la souveraineté totale et entière. Et voilà encore ce couple Hollande français et Fabius renvoyés dans les cordes avec tous les honneurs dus à leur rang. Mais revenons sur cette information quand même. Arafat est mort, il est bien mort, rassurez-vous, chers auditeurs. Oui, c'est pas... Mais effectivement, cela fait des mois et des mois qu'on nous bassinait avec cette information, avec cette enquête qui va bientôt livrer son verdict. On va bientôt apprendre qui a tué Arafat. Et on dit ça avec énormément de gourmandise. J'en prends pour témoin la RTBF, par exemple. C'est elle qui, presque au quotidien, nous parlait de Arafat, de la main, du bras long de Israël qui serait responsable parce que les Palestiniens l'en accusaient. Mais rien n'a été dit depuis le rendu de cette expertise française. On ne nous a pas dit qu'en effet, il est mort de mort naturelle. Personne en Belgique n'aura appris sur les ondes de la télévision publique que les Israéliens n'y sont strictement pour rien. On a tu cette information de la même manière qu'on a tu, peut-être par décence, une information peut-être la plus indécente de la semaine, et peut-être pas de la semaine depuis le début de l'année. Il faut la mentionner. C'est Human Rights Watch, une ONG humanitaire, censément humanitaire, qui
est tellement obsédé par Israël et à en dire du mal que cette organisation humanitaire Human Rights Watch n'a rien trouvé de mieux à faire que d'accuser Israël d'indécence pour être intervenu, tenez-vous bien, au Népal. Et d'y avoir envoyé là-bas la plus large équipe médicale qui ait touché le sol népalais, d'y avoir atterri le premier, d'y avoir fait le plus grand nombre d'interventions, d'y avoir sauvé le plus grand nombre de personnes, eh bien pour Human Rights Watch, ça n'est rien d'autre que du cynisme et de la propagande pour taire les misères de l'occupation et le blocus à Gaza, c'est-à-dire faire de l'humanitaire au Népal pour mieux continuer de faire de l'occupation et de la colonisation en Israël. Voilà le communiqué de Human Rights Watch qui a touché là le fond de l'indécence. Alors peut-être pour rétablir à la réalité, on peut rappeler que les secours humanitaires d'Israël sont arrivés les premiers sur le site, qu'ils ont construit le premier hôpital de campagne grâce auquel ils ont pu procéder à 85 opérations. Ils ont 8 accouchements. Ils ont traité, je crois, 1400 personnes, plus de 1400 personnes. Tout ça pour sauver les vies humaines. Mais rappelez-vous, lors de la catastrophe à Haïti, les mêmes personnes humanitaires avaient été accusées par la suite. Leur promptitude avait été soi-disant générée par le souci de recueillir des organes pour un trafic d'organes humains. Voilà comment on peut renverser les choses et salir véritablement tout ce que peut faire Israël. C'est à fait concernant, mais c'est la tarte à la crème de la RTBF. Il nous reste 30 secondes pour une dernière information. Dans la série « Les sondages sont un métier dangereux », on se rappellera la gifle que les instituts de sondage avaient reçue à l'issue des élections en Israël, puisque leurs prévisions avaient été démenties par la réalité des urnes. Il est arrivé exactement la même chose en Grande-Bretagne, puisqu'on disait il y a peu de temps que les travaillistes étaient au moins au coude avec les Tories, et qu'ils étaient favoris d'ailleurs pour prendre le relais à la Chambre des communes. Il n'en a rien été en Grande-Bretagne comme en Israël, puisque les Tories ont une majorité absolue qu'ils pourront gouverner seuls, puisque dans la Chambre des communes qui compte 650 représentants, la majorité est donc de 326, ils l'ont dépassé, ils sont à 332. Voilà une victoire extraordinaire pour le Parti conservateur, et voilà un camouflet de dimension gigantesque pour les instituts de sondage, décidément, qui n'en finissent pas de faire des sottises. Voilà, il est 17h59 passé de 30 secondes. On donne l'antenne maintenant au journal. Le temps de se séparer, de donner rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine, Gérard. Bien entendu, bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.